La classification phylogénétique, elle s'appuie sur l'arbre phylogénétique, c'est-à-dire les groupes qu'on a définis sont monophylétiques, je vous rappelle la fin de la capsule précédente, c'est-à-dire ils regroupent un ancêtre commun hypothétique, c'est le nœud de l'arbre, et l'ensemble complet de ses descendants. Si un groupe donne naissance à un autre, ce dernier lui appartient et forme un sous-ensemble. C'est-à-dire qu'on va retrouver un ensemble emboîté pour faire cette classification. L'avantage, c'est qu'on a une concordance parfaite entre le scénario qui nous paraît le plus probable au jour d'aujourd'hui de l'évolution et la classification. L'inconvénient, c'est que c'est une classification là qui va être également extrêmement complexe. Par exemple, pour l'arbre des vertébrés, là, on va avoir déjà 10 niveaux d'emboîtement différents. Alors, est-ce que en utilisant cette classification basée sur l'évolution, on va avoir des changements marquants par rapport à la classification classique? Alors, il y en a quand même un certain nombre. Donc, les plus proches parents vivants des crocodiles sont les oiseaux. Le concept de reptile est abandonné en tant que groupe valide. Donc, d'un point de vue scientifique, le groupe des reptiles n'existe pas. Il en est de même pour le groupe des poissons. Et après, on a quand même des surprises parce que les plus proches parents, par exemple, des cétacés actuels, les mammifères aquatiques tels que les dauphins, tels que les baleines, ce sont les hippopotames. Vous voyez que c'était loin d'être évident au départ. Alors, le principe de construction d'un lien de parenté, je vous montre cette capsule vidéo et puis après on le mettra en œuvre ensemble. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon d'établir des liens de parenté entre les espèces au sein de la biodiversité. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable d'utiliser le vocabulaire spécifique à cette démarche et de construire des arbres de parenté. Vous avez déjà étudié au collège la façon dont on construit des parentés entre les espèces. Le principe de base était le suivant. On regarde ce que chaque espèce possède comme caractère et on regroupe dans la même boîte les espèces qui partagent ces mêmes caractères. Prenons un exemple. Le poisson rouge a des nageoires, alors que le chien et le pigeon ont 4 pattes. En revanche, le chien a des poils, alors que le pigeon a des plumes. On peut donc faire une boîte animaux dans laquelle on place le poisson rouge et les tétrapodes, c'est-à-dire les animaux à 4 pattes. Et dans les tétrapodes, on place les mammifères qui ont des poils et les oiseaux qui ont des plumes. On obtient ainsi plusieurs groupes emboîtés. Il est possible de représenter ces boîtes autrement en construisant ce qu'on appelle un arbre de parenté. On appelle aussi arbre phylogénétique. Alors dans un tel arbre, toutes les espèces qui possèdent un même caractère sont issues d'un ancêtre commun qu'on représente en général par un carré. Dans notre exemple, le chien et le pigeon sont dans la boîte tétrapode, donc ils ont un ancêtre commun qui avait 4 pattes. On trace alors un carré duquel part une branche allant vers les mammifères et une branche allant vers les oiseaux. Alors on appelle les caractères hérités par chacune de ces espèces des innovations évolutives. Les innovations évolutives sont en général représentées par un rond. Donc dans un arbre, à partir d'un rond, toutes les espèces qui suivent possèdent le caractère. On peut donc mettre les innovations évolutives poils, plumes sur les branches du chien et du pigeon, et les 4 pattes juste avant leur ancêtre commun pour signifier qu'à partir de là, toutes les espèces ont 4 pattes. Alors pour chaque caractère, il existe 2 états. Un état qu'on appelle un état primitif et un état dérivé qui correspond à l'innovation évolutive. Dans notre exemple, nageoire est l'état primitif et avoir 4 pattes est l'état dérivé. De même, écaille est un état primitif et poil ou plume un état dérivé. Et puis, pour continuer l'arbre, on remonte de boîte en boîte pour compléter notre arbre phylogénétique. Dans notre exemple, on peut mettre le poisson rouge, et puis un caractère qu'il possède, tout comme le chien et le pigeon, comme par exemple avoir un noyau dans leurs cellules. Alors attention parce que dans un tel arbre, le temps n'est pas indiqué. Implicitement, il est placé en ordonnée, et plus on va vers le haut, plus le temps s'écoule. On appelle un groupe dont les espèces sont toutes issues d'un même ancêtre commun un clade. Et comme la classification actuelle est construite sur des clades, on appelle cladistique cette méthode de construction des liens de parenté. Sur notre arbre, on peut donc placer les clades suivants. Eucaryotes, c'est-à-dire les êtres vivants avec un noyau dans leurs cellules. Tétrapodes, les animaux qui ont 4 pattes. Et puis mammifères et oiseaux, caractérisés notamment par les poils et les plumes. D'autant que poisson ici n'est pas un clade fonctionnel puisqu'il ne comprend pas un seul ancêtre commun et tous ses descendants. Pour résumer, dans la classification du vivant actuel, on fonde des parentés sur le partage de caractères dérivés.
Et pour déterminer qui est plus proche de qui dans un arbre, il suffit alors de compter le nombre de caractères dérivés partagés qu'ils ont en commun. Plus il y en a, plus ces espèces sont proches. Dans notre arbre, par exemple, le pigeon, est-ce qu'il est plus proche du chien ou du poisson rouge? Il suffit de compter les innovations évolutives en commun. Le pigeon en a une avec le poisson rouge, le noyau, et il en a deux avec le chien, le noyau, et quatre pattes. On peut donc dire que le pigeon est plus proche du chien que du poisson rouge. Donc, en résumé, le fonctionnement de la classification phylogénétique, il y a un certain nombre de grands principes. Les êtres vivants vont être classés sur la base d'attributs qu'ils présentent et qu'ils partagent. Ce sont vraiment des caractères communs. Ces caractères qui sont pris en compte, ils peuvent être d'ordre anatomique, mais aussi génétique ou moléculaire. Voilà qui explique pourquoi on n'a pas les mêmes résultats qu'avec la classification classique, parce que bien sûr que les données génétiques et moléculaires, ils n'étaient pas à disposition de Linné quand il a créé sa première classification. Pour constituer un groupe, seuls sont pris en compte les caractères présents, uniquement chez les espèces. On ne définit pas un groupe par l'absence d'un caractère. Donc les caractères communs qui sont considérés doivent être présents sous une forme d'une innovation qui caractérise le groupe, c'est-à-dire toutes les espèces au sein d'un groupe vont présenter ce caractère nouveau, ou qu'on peut encore appeler le caractère dérivé. Donc par exemple, la présence de mamelles va caractériser le groupe des mammifères au sein du groupe plus large des tétrapodes. Donc la grande boîte, les tétrapodes, à l'intérieur de laquelle on aura une boîte nommée mammifères, avec comme caractère dérivé la présence de mamelles. Donc à l'opposé, l'absence d'un caractère ne définit pas par défaut un autre groupe. On ne définit pas un groupe par la négation. Donc le terme invertébré, c'est-à-dire un groupe de classification basé sur absence de la colonne vertébrale, ça a du sens dans le vocabulaire commun, mais pas d'un point de vue scientifique. Alors on va faire un exemple, on va essayer de mettre ça en œuvre. On va regarder trois groupes, trois espèces, A, B et C, et on va regarder 10 caractères. Là, on est purement dans le théorique, pour que ce soit simple. Pour chacun de ces caractères, on va mettre 0 si ce caractère est présent à l'état primitif, et 1 s'il est présent à l'état dérivé. Donc, si on regarde, l'espèce A, elle a tous les caractères présents à l'état dérivé, sauf 8 et 9. Vous voyez que l'espèce C, par exemple, n'a qu'un seul caractère à l'état dérivé, tous les autres sont présents à l'état primitif. Donc comment, à partir de ce tableau, établir un arbre? En analysant le tableau, on voit que les caractères 6 et 7 sont présents à l'état dérivé chez les espèces A et B, alors qu'il est présent à l'état primitif pour l'espèce C. On va donc avoir tendance à réunir les espèces A et B. Donc chaque barre représente l'apparition de l'état évolué du caractère. Donc si les caractères 6 et 7 passent à l'état dérivé à ce niveau-là, pour toutes les autres espèces qui sont dans le groupe, je dois les retrouver à l'état dérivé. A l'inverse, s'ils sont passés à l'état dérivé ici, vous voyez que pour l'espèce C, n'aura pas les caractères 6 ou 7 à l'état dérivé. Vous voyez également pour le caractère 9 que ce caractère étant à l'état dérivé pour l'espèce C et pas pour les deux précédentes, je suis obligé de mettre le passage de primitif à dérivé sur la branche de l'espèce C. Si ce passage, je le mets avant, je devrais le retrouver chez toutes les espèces qui suivent. Eh bien, ça va être à vous de jouer. On va essayer de mettre sur un arbre ces 4 espèces en suivant la règle que l'on vient de voir ensemble. Grenouille verte, cistude d'Europe, crocodile du Nil et le pigeon biset. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les positionner sur un arbre? Pour ce faire, on a besoin d'informations sur des caractères. Donc, on va regarder l'amnios, le gésier, la mandibule, le bec corné pour les ailes. Et puis, pour chacun de ces caractères, chacun de ces attributs, on va identifier un caractère ancestral et un caractère dérivé. Donc, regardez déjà le tableau. Présence d'amnios chez toutes les espèces, sauf la grenouille verte. Le gésier, crocodile et pigeon. Mandibule, crocodile et pigeon. Le bec corné, je le trouve dans la cistude et chez le pigeon. Et enfin, les ailes, je ne le trouverai
que chez le pigeon. Alors je vous invite à faire pause sur cette vidéo, revenez un peu derrière pour bien voir tous les caractères, et je vous invite à essayer de construire votre arbre au travail. Alors j'espère que ça n'a pas été trop difficile. Le plus probable, vous avez donc 3 arbres possibles. Pour ces 3 arbres, pour chacun de ces arbres, on a précisé les changements évolutifs, c'est-à-dire le passage de l'état ancestral à l'état dérivé pour le caractère 1, le caractère 2, le caractère 3, etc. etc. Donc vous avez 3 arbres possibles. Comment savoir lequel des 3 est exact? On va appliquer ici le principe de parcimonie, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs hypothèses comme ça, on va considérer que l'hypothèse la plus simple, celle qui nécessite le moins d'événements, est la plus probable. Donc, regardez le nombre d'événements de changement de caractère sur cet arbre. Essayez, à partir de ça, de savoir lequel des 3 vous paraît le plus probable. À vous de jouer. Alors c'était bien le premier, hein. Si on revient sur les espèces précédentes, sur cet arbre à gauche, le caractère 1 ici vient passer du ancestral à dérivé. Donc je viens d'avoir un événement évolutif que je vais retrouver chez toutes les autres espèces à la suite de l'arbre. D'accord? Donc avec cette logique-là, j'ai besoin de combien de changements évolutifs sur l'arbre de gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'arbre du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le dernier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 6 événements, 7 événements, 8 événements. Donc, c'est l'hypothèse de parenté la plus probable ici. Il s'agit de la première où les 6 innovations sont nécessaires pour valider l'hypothèse, au lieu de 7 ou de 8 pour les autres. C'est donc l'arbre le plus parcimonieux. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin. Je vous invite à vous prêter à l'exercice. Le détail là, des états primitifs et des états dérivés pour chacun des caractères, vous l'avez pour un ensemble d'espèces. Donc voilà les caractères. On va regarder carpe, crocodile, poulet, lézard, tortue, rat, cachalot, sélacanthe. Et je vous invite à essayer de réaliser votre arbre en appliquant le principe de parcimonie. Par curiosité, voici ce que l'on pourrait obtenir avec le dinosaure, en l'occurrence le tyrannosaure. Je vous laisse vous demander, sur l'arbre que vous avez construit, à quel endroit vous pouvez le placer. À vous de jouer! En conclusion, voilà la classification des êtres vivants représentés en groupes emboîtés que l'on trouve dans un manuel de cycle 3. Les micro-organismes ne sont pas au programme du cycle 3. Donc la première case, la case la plus générale, la première boîte, présence de cellules. Ensuite, on va regarder vers le bas ici. Donc là, on va regrouper toutes les espèces, l'ensemble de ces espèces dans cette boîte. Elles ont une couleur verte, présence de chlorophylle. Un sous-ensemble, présence d'une tige chez ces 3 espèces-là. Encore une boîte, présence de fleurs et de graines. Pour les animaux maintenant, présence d'yeux et de bouche. Ensuite, on va avoir le squelette interne pour toute cette boîte-là. Dans cette boîte, on va distinguer des boîtes différentes. Présence de nageoires à rayons, c'est bien précisé à rayons, hein, je vous dis ça par rapport au sélacanthe. Ensuite, on va avoir des écailles et une longue queue. On va voir les espèces qui ont 4 doigts à la main, les espèces qui ont les plumes, et enfin, la présence de poils. Pour les autres espèces qui ne présentent pas de squelette interne, il y a plusieurs possibilités. Présence d'un squelette externe. La présence d'antennes pour cette boîte, et donc dans cette boîte présence d'antennes, encore une sous-division avec la présence de 6 pattes. On va avoir dans l'ensemble squelette externe, également présence de 8 pattes. Là on va être en présence araignée et pseudo-scorpion. Ensuite, dans ceux qui n'ont pas de squelette externe, on va voir ceux qui ont des coquilles, comme les moules et les escargots. Enfin, on a ceux qui ont corps mou avec des anneaux. Donc vous voyez que l'appellation et le fonctionnement est quand même différent de la classification dite classique.